Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, nous sommes en visio avec Christian Junot en Suisse pour parler des nombreux enseignements qu'il a tirés sur la relation de chacun avec l'argent après 33 ans passés en tant que banquier. Il nous explique comment attirer l'abondance. Bonjour Christian. Bonjour Christelle. La notion d'abondance, Christian, c'est avant tout une question de perception, paraît-il. Alors en quoi ? Alors oui, effectivement, parce que souvent à tort, on voit juste l'abondance pour certains comme une question d'argent. Pour moi, c'est beaucoup plus vaste que cela. L'abondance se manifeste dans plein de formes de notre vie. Pour moi, ça peut être autant des relations, de l'amour, de la capacité de s'émerveiller. Enfin, il y a toutes sortes de formes d'abondance pour moi. Et si on veut, ce que j'ai vu, en tout cas, dans ma carrière de banquier, j'étais comme 17 ans conseiller en placement financier, donc j'ai eu affaire à ceux qui ont plus d'argent que la moyenne. C'est que on peut être millionnaire, voire multimillionnaire, et être dans un esprit de manque. Donc, ne pas du tout avoir de perception d'abondance, alors qu'il y a tout ce qu'il faut, et en termes d'argent, en termes de bien-être matériel, mais peut-être qu'il manque l'essentiel, qui sont peut-être des qualités de relation, en couple, en famille, etc., des choses comme ça. Donc, simplement, ce que je peux voir, c'est que l'abondance, c'est avant tout la perception que j'ai de ce que j'ai déjà et de ce que je suis déjà, plutôt que vouloir des choses à l'extérieur, souvent dans l'idée de combler un manque. Est-ce qu'on peut dire que l'abondance, finalement, c'est avoir tout ce qu'il faut au bon et au juste moment pour nous, un petit peu comme les animaux dans la nature qui, finalement, n'entassent pas, eux, de leur côté. Ouais. Oui, mais vous avez raison, à part quelques exceptions, comme les écureuils qui entassent, Oui. mais qui ne savent plus d'ailleurs où se trouve leur réserve, semble-t-il. Mais c'est vrai que si on imagine que dans sa vie, il y avait toujours ce qui est nécessaire à chaque instant, ça veut dire que la vie serait juste parfaite. Et au fond, souvent, les êtres humains aiment avoir des stocks pour se rassurer. Et au fond, je vois que ces stocks ne les rassurent toujours pas. Parce que ça part souvent, encore une fois, d'un endroit de manque, d'une peur du manque surtout au départ. Cette peur du manque, on l'a construit depuis l'enfance. Donc, on met en place, finalement, sans s'en rendre compte, des stratégies inconscientes pour avancer. Chacun, en fonction de son enfance, et qui vont parfois contre l'abondance. Alors oui, je dirais que cette notion de manque, elle peut venir de deux endroits. Soit elle peut venir de la généalogie, c'est-à-dire ça peut être un ou les parents, voire parfois même les grands-parents avant, qui sont vraiment dans une forte peur de manque, et on se laisse comme imprégner de cette peur-là qu'on va porter également sans même s'en rendre compte, donc qui n'est pas la nôtre, mais quelque part qui est comme celle qu'on allait prendre chez les autres. Ça arrive. Et puis pour les autres, effectivement, et c'était mon cas aussi, c'est plutôt une peur qui vient effectivement de l'enfance, mais ça signifie que si on a une peur du manque qui vient de l'enfance, inévitablement, ça parle de quelque chose dont nous avons la perception d'avoir manqué. Très souvent, c'est un manque de sécurité parce que peut-être je n'ai pas assez de présence, peut-être pas assez de présence aimante selon ma perception, ou peut-être le milieu peut-être dans lequel j'étais était un peu précaire, enfin pour X ou Y raison. Et c'est important de voir que même dans la même famille, on peut avoir un qui n'a pas de peur de manque et l'autre vit du manque, parce que même dans la famille, on n'a pas tous la même place, on n'a pas tous le même regard de la part de nos parents. Mais donc ça vient bien de là, donc d'un manque que souvent on va chercher à compenser à travers des choses à l'extérieur, alors ce qui nous a manqué, c'est plus quelque chose de l'ordre, encore une fois, de la présence et de l'amour. C'est cette peur du manque qui vous a amené à avoir cette première carrière de banquier, d'économiste ? Consciemment, non, en tout cas pas, puisque je suis entré à la banque par défaut, j'ai envie de dire, parce que je ne trouvais rien d'autre dans tous les autres domaines que je cherchais. Donc c'était le dernier domaine que j'ai cherché, c'était la banque. Donc pour vous dire, c'était pas un choix à cet endroit-là de dire tiens, j'ai envie d'aller faire un métier d'argent, pas du tout, du tout. Donc non, simplement, je dirais que c'est peut-être dans cette carrière-là que j'ai pu voir, effectivement, observer sans toujours tout comprendre les comportements très irrationnels des personnes dès qu'il s'agit d'argent, mais pendant longtemps sans arriver à voir que moi-même j'avais des comportements irrationnels avec l'argent. Ceci, j'ai eu beaucoup de peine à les voir. Vous pouvez me donner des exemples de comportements irrationnels avec l'argent que vous avez pu observer autour de vous ? Alors le premier, je l'ai un peu parlé tout à l'heure, c'est juste d'imaginer que des personnes multimillionnaires puissent avoir peur de manquer, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a absolument aucun problème matériel, aucun manque d'argent, et pourtant, ils se comportent comme s'ils manquaient déjà d'argent. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, ça peut être aussi des clients qui peuvent passer des heures à râler ou à écrire des lettres pour quelques euros de frais, alors qu'ils en ont bien assez, et
qui montreraient que finalement leur temps n'a pas beaucoup de valeur parfois. Et également, malheureusement, tous les déchirements lors des successions, alors qu'il y en a bien assez pour tout le monde, mais on se déchire comme si on crevait de faim. Donc on voit bien qu'il y a d'autres enjeux qui se cachent derrière ces comportements-là. Est-ce que les enjeux qui se cachent derrière ces comportements, c'est de l'ordre de je vaux quelque chose, plus j'ai de l'argent, plus je vaux quelque chose? Non, je pense pas que c'est forcément ça. Je pense que, par exemple, je pense que beaucoup d'êtres humains ont une blessure d'injustice. Lise Bourbeau a mis en évidence un certain nombre de blessures, 5 en l'occurrence, l'injustice en étant une. Et si j'ai une blessure d'injustice, c'est-à-dire que j'aurais toujours peur d'être victime d'injustice et je serais très réactif dès que j'ai la perception d'être victime d'une injustice, ne serait-ce que pour quelques euros de frais parfois, ou parfois dans les successions. Alors dans les successions, en plus il y a tout ce qui se rejoue de l'histoire familiale qui fait que, je dis souvent, on règle ses comptes émotionnels à travers l'argent. Autrement dit, et si j'ai l'impression que papa et maman ont donné plus à mon frère, là je vais le faire payer et là je vais rien lâcher. Donc voilà, ça peut se manifester aussi à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'abondance si, par exemple, dans sa vie, on a l'impression que on n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent, même pour ceux qui sont parfois assez alignés avec leur talent propre? En fait, le piège, euh, c'est de penser que l'abondance arrivera le jour où quelque chose d'extérieur sera arrivé à moi. Et au fond, je crois que c'est Wayne Dyer, l'auteur que j'aime beaucoup, qui est décédé maintenant, qui disait, je pas ça mot à mot, mais quelque chose comme apprenez, comment il disait ça? Apprenez à voir tout ce que vous avez déjà et tout ce que vous êtes déjà, et ça c'est important, tout ce que vous êtes déjà, c'est la première chose pour sortir d'un esprit de manque. La première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Donc autrement dit, euh, pour moi c'est vraiment, ce que je vois, c'est que au moment où je change ma perception et que j'apprends à aimer tout ce que j'ai déjà, un ordinateur, un bon lit pour me coucher, un toit, à manger, etc. Enfin, et tout ce que je suis déjà, parce que souvent beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont pas assez quelque chose. Et là, à partir de là, effectivement, je vais déjà commencer à changer ma perception. Et au fond, ce que je vois, c'est que l'abondance amène l'abondance. Plus je suis d'un esprit d'abondance avec moi-même et avec ce que j'ai déjà, plus j'attire encore plus d'abondance. Alors que souvent, les personnes sont dans un esprit de manque et attendent quelque chose d'extérieur pour dire, ah oui, cette fois, j'ai de l'abondance. Mais non, c'est pas vrai. Ça ne marchera pas parce que déjà, c'est de soi à soi que ça commence. J'ai beau avoir fait des études universitaires, j'ai toujours pensé que je n'étais pas assez quelque chose. Cet esprit de manque se manifestait avec moi, alors qu'aujourd'hui, au moment donné, on peut aimer l'être que l'on est, déjà, et avoir de la gratitude pour cela. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défaut, mais que j'arrête de vouloir courir après autre chose. Et peut-être juste autre chose que je voulais ajouter par rapport à votre question, et pourtant qui viennent m'échapper. Euh, oui, une chose qui empêche l'abondance, c'est la perception de que ce que nous avons ou ce que nous sommes, c'est normal. C'est ce que j'appelle la dictature de la normalité. Et je dirais non, si on peut vraiment être dans la gratitude d'avoir un bon lit pour dormir, d'avoir de l'eau courante, potable, avoir un toit, d'avoir 3 repas par jour, d'avoir un ordinateur ou un téléphone qui fonctionne, ce n'est pas la normalité. Il y a malheureusement d'être en bonne santé, encore des milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas cette chance-là. Donc c'est important de s'en souvenir parce que autrement, on n'arrive même pas à voir ce qui est déjà là et ça commence une fois par là. Il faut être dans la gratitude pour tout, y compris quand on doit payer des choses comme ses factures. Alors, je dirais déjà pas il faut, parce qu'il faut, ce serait déjà une injonction morale, mais simplement, je peux choisir de payer mes factures en étant dans de la peur au ventre, en voyant de l'argent qui fout le camp, ou je peux choisir aussi, au moment où je paye mes factures, être dans la gratitude pour ce que j'ai reçu en retour, parce que je paye une facture, il y a pratiquement toujours eu quelque chose en retour. Peut-être pas les amendes pour excès de vitesse, certes, mais même l'assureur, mon assurance, la personne promet quelque chose en contrepartie. La personne qui est venue faire des travaux dans ma maison, elle a fait quelque chose et en payant, j'exprime ma gratitude pour ce qu'elle m'a apporté et qu'elle est venue me dépanner ou me sortir d'un mauvais pas. Donc on peut voir en tout cas que de la très grande majorité des paiements, on peut vraiment voir qu'il y a eu quelque chose en retour et de remercier ce que j'ai reçu
et remercier également d'avoir l'argent pour pouvoir le payer. Vous, par exemple, vous avez, on va dire, quelque part changé de vie après vos années dans la banque. Lorsque vous avez été, je crois, licencié, et finalement, Oui. vous avez même été jusqu'à remercier pour ce licenciement parce que ça vous permettait de faire autre chose. Oui, alors c'est vrai que mon licenciement en 2009, suite à la fameuse crise des subprimes, on faisait partie de 5000 autres et les trois quarts de mon bureau ont été licenciés. J'ai vraiment vécu ça différemment parce que tout de suite, j'ai dit, OK, la vie m'amène un cadeau, soit me pousse dans le dos à faire enfin ce que j'ai envie de faire, parce que ça fait un moment que j'aspirais à des autres choses. Et en plus, elle me le fait avec un plan de sortie. Alors certes, en Suisse, c'est pas l'équivalent de la France, mais quand même, pour la Suisse, c'était bien. Et quelque part, j'avais vraiment un double cadeau. Donc, on m'invite à sortir, on me donne des conditions financières qui m'ont facilité mon changement, que je n'aurais pas eu si j'avais donné moi-même mon congé. Donc, j'ai vraiment vécu ça comme un beau cadeau. Et ça a été un beau cadeau parce que je dis souvent, aujourd'hui, à l'époque, j'aurais signé pour le quart de ce que je vis aujourd'hui, tellement c'est bien plus chouette et grandiose que ce que j'aurais imaginé. Vous avez l'impression que ça a été vite derrière, c'est-à-dire que vous étiez dans un esprit justement d'accueil, de gratitude et puis de vous aligner avec celui que vous êtes à l'intérieur. Est-ce que l'abondance a suivi rapidement ou est-ce que vous avez dû lutter et comment est-ce que vous avez fait en fait? Oui. Alors, encore une fois, comme vous dites, l'abondance a suivi rapidement. Vous êtes en train de sous-entendre, j'imagine, sous forme financière. Pour moi, l'abondance était déjà là et a toujours été là. Simplement, j'en avais peut-être moins conscience à l'époque. Non, je dirais pas que ça a été vite, parce que je pense que les 3 premières années, ce que j'ai fait n'avait rien de mirobolant. En tout cas, au niveau de la Suisse qui a comme un coût de la vie très nettement supérieur à la France. 3 ans, je dirais, était pas forcément suffisant pour pouvoir dire ok, je vole de mes propres ailes sans les revenus de mon épouse en complément. Mais je dirais par contre, je pense que j'ai construit les choses de manière posée, de manière solide, qui fait qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a été, je dirais, linéaire pratiquement dans ce sens-là, parce que voilà, c'était sur des bases intérieures solides et vraiment, je pense que c'est important parce que parfois certains vont avoir des départs très forts, mais intérieurement ils sont pas prêts à ça et quelque part ça va s'écrouler derrière. Je sais que vous avez été très intéressé par les travaux de Peter Koenig et ses principes sources. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu quel est le rapport entre donc ces principes sources pour attirer l'abondance à soi? Mhm. Alors, je dirais que Peter Koenig, donc c'est déjà mon mentor sur la relation à l'argent au départ, déjà surtout, mais également il a cet autre thème qui s'appelle les principes sources, qui est un autre thème que j'anime aussi. Les principes sources, ça parle de différents principes qui permettent de mener des projets. On est vraiment dans euh, les principes sources, c'est vraiment de ce qu'on va initier comme projet. Et on initie plein de projets, qu'ils soient privés d'ailleurs ou professionnels. Pour moi, les vacances, c'est déjà un projet. Alors, bien évidemment qu'un projet professionnel, ce sont un projet qui a beaucoup plus d'importance et qui aura sûrement plus d'impact dans notre vie. Et au fond, lui, il va amener un certain nombre de principes pour que ces projets se passent dans plus de fluidité. Et je dirais que plus on arrive à être aligné sur son projet, entre qui je suis et mon projet, et plus on arrive également à pouvoir justement faire en sorte que chacun trouve sa juste place dans ce projet-là, plus ce projet pourra prendre de l'ampleur en tous les cas, et une forme, encore une fois, une forme de perception d'abondance avec ça. Est-ce Mais que je dirais le but premier des principes sources, c'est pas d'amener l'abondance, c'est de permettre, ou d'une certaine manière, oui, mais surtout c'est de permettre que son projet prenne vie, et puis je dirais se déroule de la meilleure manière possible, en tout cas prenne toute son ampleur. Est-ce que de la même façon que depuis l'enfance, on peut être conditionné quelque part à l'échec malgré nous, peut-être parce qu'on ne veut pas décevoir quelqu'un de son entourage et que donc on suit un chemin qui n'est pas forcément le nôtre, est-ce que de la même manière, on peut être conditionné pour réussir et attirer à soi l'abondance? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pratiques? Alors, je dirais que enfin, il y a deux questions hein, dans votre question en l'occurrence. La première qui est de dire oui, dans l'éducation qu'on a, dans la manière dont on a été accompagné par nos parents, c'est sûr qu'on peut partir avec plus ou moins de grande confiance parce qu'on a été encouragé, peut-être on nous a encouragé à faire des expériences et puis si on s'est trompé, on n'a pas été jugé pour cela.
Donc, quelque part, on a déjà pu expérimenter des choses par opposition, je dirais, à une éducation qui était peut-être très restrictive, qui était peut-être très, très enfermante et qui était plutôt, qui ne favorisait pas peut-être les expériences en dehors d'un cadre connu. Donc, on part pas avec les mêmes, on part pas de la même manière, je dirais, au départ. Ça, c'est assez clair. Après, je dirais, pour pouvoir vivre de la réussite, avoir de la réussite dans sa vie, encore une fois, ça va déjà demander euh, d'y croire. Parce que si je n'y crois pas, il n'y a absolument aucune raison que je vais vivre une réussite si je n'y crois pas moi-même. Il n'y a pas de raison que les autres croient en mon projet si moi je n'y crois pas. Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi peut-être par rapport à l'éducation, de ce qu'on a vécu, si on avait justement des parents qui avaient un esprit d'abondance, autrement, qui avaient tendance à voir tout ce qui allait déjà bien et de mettre en avant tout ce qui allait bien, ça va très clairement favoriser nous-mêmes ce même regard sur ce que nous allons vivre et favoriser un état d'esprit positif qui sera très porteur pour mener notre projet à bien. C'est la première chose. Alors qu'à l'inverse, si on était effectivement des parents, que je vois trop souvent malheureusement dans mes ateliers, qui étaient toujours à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, sur les erreurs, ce genre de choses-là, les personnes vont être dans la peur de mal faire, la peur de l'échec permanente, et malheureusement, leurs projets vont souvent se dérouler de manière un peu chaotique, et ils auront toujours tendance à voir ce qui n'est pas encore assez présent dans leur projet, plutôt que voir tout ce qui est déjà bien. Donc on revient encore une fois sur un état d'esprit qui pour moi est fondamental, parce que pour moi, nous avons des vibrations différentes, et les vibrations que nous avons, qui changent évidemment à chaque instant de la journée, la vibration que nous avons va attirer plus ou moins d'abondance dans notre vie, parce que une vibration très basse attirera malheureusement pas des choses formidables dans sa vie. Qu'est-ce que ça dit de nous, notre capacité à attirer l'abondance financière, pour le coup, si vraiment on se met sur l'idée de comment attirer à soi de l'argent? Est-ce que ça a à voir avec la valeur de chacun, ou est-ce que ça a à voir avec des critères complètement différents? Alors, je dirais c'est multicritère, il n'y a pas une seule réponse à cette question, parce que je peux voir qu'il y a des personnes qui peuvent entreprendre et avoir énormément de succès dans le sens financier, donc autrement dit gagner beaucoup d'argent, mais après ça ne dit rien de l'éthique qu'ils ont ou pas dans leur manière de gagner de l'argent, ça ne dit absolument rien de leur manière d'être heureux, d'avoir des relations de qualité. Voilà, parce que j'ai connu des personnes qui ont couru après le succès, mais qui était une course basée sur un manque intérieur, mais au fond qui était profondément malheureux parce que malgré des succès apparents impressionnants, il n'y avait jamais assez. C'est pour ça que, encore une fois, je crois que le qualitatif est plus important que le quantitatif, ou en tout cas, je vais peut-être remettre du qualitatif et du quantitatif, parce que la perception de succès, elle sera qu'en lien avec une notion de satisfaction dans sa vie. Et là encore, la satisfaction dans sa vie, elle ne dépendra jamais uniquement d'un chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut vraiment arriver à se reprogrammer pour l'abondance en travaillant sur ses peurs, sur ses pensées, sur les films qu'on se fait dans sa tête? Ah ben, heureusement, autrement, mon activité n'aurait pas beaucoup de sens. Et je dirais que j'en suis moi-même un exemple, puisque j'étais très axé sur la peur du manque, et sur un esprit de manque. Je ne veux pas dire que cette partie-là n'existe plus. Elle a simplement moins de place, et que moi-même, je n'ai jamais été autant dans la gratitude et dans la perception d'abondance aujourd'hui, mais sur plein de choses minimes minimes par rapport, je dirais, peut-être à une forme de réussite que j'ai aujourd'hui, mais dans lequel j'ai toujours plus d'attention et de gratitude dans tous les cas, alors que de l'extérieur, ça peut paraître minime, mais pour moi, ce n'est pas minime, c'est vraiment important. Est-ce que vous êtes rattrapé de temps en temps par vos peurs du manque? Et quand vous êtes rattrapé par ces peurs, si c'est le cas, comment vous faites au-delà de la gratitude? Est-ce que c'est aussi être dans le moment présent et d'autres choses? Alors, oui, parfois la peur du manque me rattrape, parce que je pense qu'on s'en défait jamais complètement. Mais simplement, c'est déjà beaucoup plus rare qu'avant. Et puis, je dirais la grosse différence par rapport à l'époque où j'étais en plein dedans, c'est qu'à l'époque, j'étais pas conscient que j'étais dedans, alors que maintenant, je perçois toujours plus vite quand la peur arrive à moi et je peux l'observer. Dès le moment où on peut observer sa peur, on n'est pas pris dans la peur. On voit qu'il y a de la peur en soi, mais on n'est pas pris dedans. Alors que quand on ne le voit pas, la peur devient notre moteur et effectivement, on agit à partir de la peur sans s'en rendre compte. Donc, c'est sa première chose. Donc, ce qui est important pour cela, c'est de pouvoir avoir comme son propre tableau de bord
qui fait comment ça se manifeste chez moi quand j'ai peur. Comment je le vois? Je vois que chez moi, en général, ce sont des tensions dans le ventre. Mais pour d'autres, ça peut être des tensions à différents endroits. Ça peut être, enfin, il y a différentes formes de signaux pour chacun qui montrent que de la peur est présente. Parce que si on n'a pas ce signal-là, on risque de pas voir qu'il y a de la peur et puis on peut vouloir se conditionner mentalement à aller au-delà de ça, mais sans voir que la peur, elle est quand même présente. Donc, dès le moment où je vois qu'il y a de la peur qui est là, déjà, je la vois. Donc, et je peux vraiment juste m'arrêter, effectivement, revenir dans le moment présent, comme vous dites, parce que la peur, en règle générale, la plupart du temps, c'est juste le fruit de mes pensées, des histoires que je me raconte. Ouh là là, est-ce que j'aurai assez d'argent pour payer cette formation, pour faire mes paiements à la fin du mois, pour payer des études à mes enfants quand ils seront plus grands, pour assez d'argent au jour de ma retraite, je ne sais pas quoi. Enfin, on se raconte une histoire qui génère de la peur, hein, l'émotion de peur, en règle générale. Et c'est juste donc de revenir au moment présent, de respirer un bon coup, consciemment, tranquillement, et juste de me poser la question, de dire, est-ce que là, tout de suite, maintenant, à l'instant, il me manque de l'argent, ou il me manque quelque chose? Et la plupart du temps, vous verrez que 99,9% du temps, la réponse sera non. Parce que même ceux qui nous écoutent là maintenant, qui nous lisent là maintenant, à un moment donné, il ne leur manque pas d'argent pour nous écouter, ou il ne manque pas d'argent pour lire juste là à l'instant. C'est pas 1 million de plus qui leur permettrait de mieux lire ou mieux nous voir que ça. Juste là à l'instant, il n'y a pas de problème d'argent. Il est possible qu'il y en aura plus tard, mais pas à l'instant. Donc juste de voir que la peur, elle est là, mais la réalité fait que juste là maintenant, je peux faire vaquer à mes occupations, la plupart du temps en tout cas, sans qu'il manque de l'argent. Il y a cette autre question aussi qui est si vous n'aviez pas de problème d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Oui. Cette question-là, justement, quand on y répond, et si on y répond en sortant des choses, comment dire, des rêves qui peuvent parfois paraître extravagants, est-ce que vous pensez que lorsqu'on y répond comme ça, et parce qu'on ose en fait ouvrir des portes dans son esprit, on peut atteindre ses rêves? Alors, disons que à un moment donné, effectivement, que je pose la question, on se pose cette question-là, on va me dire un certain nombre de choses. En fait, je suis en train de dire, vous êtes en train de donner le pouvoir à l'argent d'être le seul moyen de pouvoir réaliser vos rêves. Et ça, c'est déjà un premier piège. Parce que si je pense qu'il me manque que de l'argent pour réaliser mes rêves, déjà la plupart du temps, c'est pas vrai. Parce que beaucoup de personnes ont de l'argent et ne réalisent pas leurs rêves pour autant. Parce que la principale problématique, c'est pas une question d'argent, c'est je n'y crois pas. Et tant que je n'y crois pas, il n'y a encore une fois pas de réalisation, pas de raison que ça se réalise. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas spécialement d'argent, mais qui ont des rêves, des projets, et qui ont une telle foi et qui vont déployer une telle énergie que leur enthousiasme, leur motivation va faire qu'ils vont attirer l'argent nécessaire pour réaliser ce projet-là, même si l'argent n'est pas à eux, même si l'argent ne vient pas à eux. Donc c'est pour ça que l'argent n'a pas le pouvoir de réaliser nos rêves. Par contre, l'argent peut nous accompagner pour réaliser nos rêves. Simplement, ça part encore une fois de mon état intérieur, de mon enthousiasme. Dans le mot enthousiasme, étymologie, il y a le divin qui est en nous. Donc, il y a vraiment une énergie qui est contaminatrice en quelque sorte, qui fait qu'on va attirer beaucoup plus facilement des personnes que si j'ai une énergie basse, une énergie négative. Il n'y a pas tellement de raisons qu'on a envie de s'associer avec des personnes comme ça. Finalement, tout est une question d'énergie et puis aussi peut-être d'oser sortir de sa zone de confort. Ah ben, en tout cas, déjà, moi, je l'appelle plus tellement zone de confort parce que je me rends compte que cette zone n'est pas aussi confortable que ça. Souvent, au contraire, c'est une zone de peur qui fait que c'est la peur qui nous fait ne pas en sortir. Donc, si on est dans la peur, on n'est pas dans le confort. J'appelle plutôt ça une zone de connu, une zone de référence. Mais évidemment, tant qu'on ne s'autorise pas à faire des pas régulièrement pour sortir de cette zone, on va être pris dans un espace de jeu, parce que la vie peut être vue comme un jeu qui est très étroit, et au moment où on en sort, en fait, mon espace de vie, mon espace de jeu ne fait qu'augmenter, et je peux expérimenter toujours plus de choses différentes que j'en ai fait jusqu'à présent, m'autoriser à des choses différentes également, et de voir finalement que peut-être bien que la vie, avec un V majuscule, a des projets, des plans pour nous largement supérieurs à ceux que nous imaginons nous-mêmes. En tout cas, je peux voir que c'est le cas. C'était le cas pour moi et c'est le cas pour moi. En ce moment, on parle beaucoup des problèmes de retraite. Est-ce Oui. que c'est justement se fermer des portes que de rester axé sur ces peurs de l'avenir par rapport à l'argent? Alors très clairement, pour moi, le problème de retraite n'est pas le bon problème ou c'est pas la bonne lorgnette. C'est-à-dire que le problème derrière les problèmes de retraite,
c'est que la plupart du temps, qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des emplois, excusez-moi le terme, qui les emmerdent aujourd'hui. C'est-à-dire que si, comme c'est mon cas, je prends mon pied au niveau de mon emploi, je suis à un âge qui est très proche de celui de la retraite, mais il est impensable pour moi d'arrêter de faire quelque chose que j'aime. Donc si nous faisions des métiers que nous aimions, si peut-être les conditions dans lesquelles nous exercions les métiers étaient différents, étaient beaucoup plus respectueux de notre rythme, mais aussi respectueux d'êtres humains que nous étions, plus bienveillants, plus chaleureux, nous n'aurions pas spécialement envie de prendre une retraite, peut-être d'adapter le rythme de notre activité professionnelle à notre rythme qui est d'équilibre de vie. Donc je pense que c'est bien parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qu'il y a beaucoup trop de métiers qui existent et dans des conditions qui sont pas adéquates, qu'on ne tient pas compte peut-être de la pénibilité de certains ou qu'on ne change pas là, qu'effectivement qu'on parle beaucoup de retraite. Et je crois vraiment que nous avons aujourd'hui et demain à revoir les activités professionnelles pour faire des activités qui amènent de la joie, une envie de contribuer, plus que de la pénibilité de se réjouir des prochaines vacances, du week-end ou de la retraite. Si vous aviez des conseils à donner aux gens sur les meilleurs investissements à faire en termes financiers, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors déjà, je crois que ce qui est le meilleur pour un n'est pas le meilleur pour l'autre, parce qu'il y a déjà notre adéquation au risque qui est différent pour les uns et les autres. Certains ne veulent pas de risque du tout, certains sont prêts à prendre des risques, donc c'est important de voir déjà quel est mon horizon de temps, parce que plus mon horizon de temps est grand, plus je peux prendre des risques. C'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est que chacun doit aussi voir, au fond, comment il a envie à quoi il a envie que son argent contribue. Il y a certains qui vont investir dans des actions, des choses dans lesquelles ils n'en ont rien à faire, ils n'ont aucun intérêt dans les actions, ils veulent juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Alors j'ai bien connu ça, puisque moi-même j'ai proposé beaucoup de ce genre de placement à une époque, mais aujourd'hui pour moi c'est impensable d'investir dans des sociétés dans lesquelles je ne suis pas en accord avec les valeurs et que j'estime, et c'est le cas de la plupart, de pratiquement toutes les multinationales me concernant, que j'estime que ce qu'elles apportent au monde, la manière dont elles l'apportent, ne génère pas vraiment de plus-value et de bien-être dans le monde. Donc pour moi, je n'ai pas envie que mon argent contribue à ces entreprises-là, puisque je ne suis pas en accord avec leurs valeurs. Donc j'essaie de trouver plutôt des placements qui correspondent à mes valeurs. C'est pas aussi simple que ça, parce que c'est pas les placements qu'on trouve dans les marchés faciles d'accès, mais là encore une fois, ce sont des choix. Donc c'est pour ça que la notion de bon placement ou pas, on va y mettre des critères différents suivant qu'on veut que de la rentabilité, suivant qu'on veut peut-être pas lâcher la rentabilité, mais y donner du sens également à ces placements. Et j'ai envie de dire, heureusement, je vois de plus en plus d'êtres humains qui ont envie que leur argent circule d'une manière qui a du sens. Merci beaucoup Christian. Ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est justement dans cette relation à l'argent, tout le côté humaniste qu'il y a derrière tout ça. Et cette idée que finalement, d'une certaine manière, à travers l'utilisation qu'on fait de son argent, on peut changer la société aussi. Alors très clairement, je le pense aussi, et j'espère que nous y arriverons. Enfin, j'espère pas. Je suis sûr que nous y arriverons. Je sais pas le temps que ça prendra, mais nous y arriverons. À bientôt. Merci Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.